Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. J'espère que vous avez bien profité de cette magnifique journée ensoleillée. Nous sommes maintenant ensemble, comme tous les soirs de la semaine, pour 2 heures d'échange, de confidence, de partage, puisque cette libre antenne est la vôtre. Vous le savez, aucun thème n'est défini à l'avance. C'est vous qui composez entièrement le menu de l'émission, sachant bien entendu que plusieurs thèmes peuvent être abordés au cours d'une même soirée. Alors pour cela, c'est très simple, hein, vous appelez le 3921 qui est le standard d'Europe 1 et n'hésitez pas à appeler le 3921 si vous vous retrouvez dans un témoignage, si vous souhaitez interpeller un auditeur, si vous voulez parler de votre expérience personnelle. Vous pouvez également le faire participer par courriel sur le site europe1.fr. Vous pouvez également nous envoyer tous vos commentaires, vos réflexions par SMS au 7 21 21 code nuit. Vous écrivez d'abord le mot nuit, puis votre message et vous envoyez le tout au 7 21 21. Il y a également désormais la page Facebook de l'émission. Donc vous allez sur Facebook, Libre Antenne, puis Caroline Dublanche. Vous pourrez découvrir les moustaches de Moumoun. On est allé voir là, il est sur Facebook. Vous savez qu'il y a beaucoup d'amis des animaux dans cette émission. Donc Moumoun est sur Facebook et ainsi que celui qui partage sa vie, le Trublion, qui nous envoie lui des courriels assez souvent. Voilà, allez, on va commencer en musique ce soir. J'ai pas présenté l'équipe, Quentin et Asiba qui vont vous accueillir au 3921 et Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et puis il y a Romain aussi qui est là en régie ce soir. Allez, un peu de musique. C'est parti avec Raphaël, bar de l'hôtel. Caroline Dublanche. On quitte le bar de l'hôtel de Raphaël pour accueillir Daniel. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir Caroline, je vous entends très peu ce soir. Ah bon, écoutez, moi je vous entends très bien. On va essayer Philippe Chartier va essayer de faire ce qu'il peut pour que vous nous entendiez mieux. Oui, voilà, ça va là. Oui, je vous appelle parce que je vous avais appelé, je ne sais pas si vous vous souvenez, en début, ça devait être début septembre, après vos vacances, au sujet du harcèlement dont ma fille de 39 ans était victime. Oui. Et puis là, hier matin, elle est arrivée à son travail. Elle a absorbé des tas de médicaments. Elle était dans un état de coma avant que son service ne daigne appeler les pompiers. Et elle a été transportée à l'hôpital Cochin dans le coma. Elle a été dans le coma toute la journée hier et toute la nuit. Et moi, je ne l'ai appris que ce midi. Personne ne m'avait averti que mon mari, comme on se téléphone tous les jours avec notre fille, a eu un de ses collègues qui a dit, qui n'a pas osé dire ce qu'elle avait fait, qui a dit qu'elle avait fait un malaise. Puis voilà quoi. Donc le harcèlement, la harceleuse a gagné. Je ne sais pas dans quel état ma fille va s'en sortir, puisqu'elle a été intubée. Bon, on m'a parlé de séquelles neurologiques, etc. Enfin, autant vous dire que c'est... Elle est où actuellement? Elle est en soins intensifs? Oui. Elle est en soins intensifs, là. Oui. Vous avez pu aller la voir, là? Eh bien non, moi je suis à Nantes, Caroline. Oui, mais vous n'avez pas pu vous rendre... Le problème, c'est que mon mari a fait un infarctus
Oui. il y a 3 semaines, donc je peux pas le laisser tout seul. Ah On est oui. en pleine, oui, on est en pleine campagne. J'ai mon fils handicapé, je sais pas si vous vous en souvenez. Donc là, j'ai des amis qui vont se relayer. Mais enfin bon, je trouve que le harcèlement, ça commence à bien Oui, mais faire. attends, bon, déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être auprès d'elle lorsqu'elle va Oui, sortir oui, parce qu'elle est sortie du coma ce matin. D'accord, oui, la garde oui. là. Oui. Bon, d'accord, oui. Et donc elle a été désintubée. Et la première chose qu'elle a demandé au médecin, c'est mes chats sont tout seuls, voilà quoi. Et donc des amis vont pouvoir passer. Oui, voilà. Bon, non, parce que ça serait important. Bon, il faut qu'il y ait quelqu'un auprès d'elle là, qu'elle soit pas je seule. sais, mais le problème c'est que je suis partagée entre mon mari. Mais votre mari, il a fait enfin, ça dépend quel type d'infarctus, mais il peut peut-être 3 semaines après rester un peu seul, même ponctuellement quand même. Oui. Non, mais de toute façon, c'est sûr qu'il est question que je monte à Paris. Oui, ça serait important quand même, que vous soyez auprès d'elle. Si elle vous appelle, en plus si vous vous appeliez, je me souviens elle se confiait beaucoup à vous, donc je pense que c'est quand même important que vous soyez auprès d'elle. Pas forcément, mais enfin, qui est Nantes-Paris, c'est pas énorme que vous fassiez même un aller-retour. Non, c'est pas cette question, c'est 2 heures de train, c'est pas excessif si vous voulez. Mais ce soir, je peux vous dire que j'ai la rage au cœur. Ça, je comprends. Moi, j'ai eu l'avocat parce que vous savez, vous avez parlé qu'on avait fait des démarches. L'avocat m'a dit j'ai vu des personnes souffrant au travail, mais quand j'ai vu votre fille, je me suis douté qu'elle allait faire un truc, quoi. Et puis bon, dès son retour de vacances, la personne qui l'a harcelée a recommencé. Enfin, ça a été mais on en avait parlé, Daniel, le fait que moi, je me souviens, on en avait parlé. Il était important qu'elle s'arrête, qu'elle se mette en arrêt maladie. Et vous me disiez qu'elle voulait tenir, et qu'elle était plus en état de tenir. Plus en état de rien faire. Et c'est par contre, c'est son psychiatre qui lui a demandé de tenir. Et moi, j'ai eu le médecin de l'AREA de Cochin qui m'a dit non, il faut absolument qu'elle s'arrête. Elle ne peut pas continuer dans des conditions comme ça. De toute façon, là, c'est évident. Le fait même qu'elle ait absorbé tous ces médicaments sur son lieu de travail est quand même très symbolique. Alors moi j'ai téléphoné au sous-directeur, on va puisqu'on sait qu'il y a des commandes, des harcèlements chez Renault, EDF, me semble-t-il, il y a eu 2 suicides, France Télécom, on va nommer c'est la CNSA, c'est oui, enfin, ne nommez pas là. Je vous ai dit. Non, Daniel, non, je peux pas me. Si vous voulez, c'est compliqué. Je comprends que vous ayez la rage au cœur, mais il y a eu des. Dans toutes les entreprises que vous nommez, il y a eu on en a parlé, il y a eu malheureusement de très nombreux suicides, ça a été relayé. Là, si vous voulez, sur cette libre antenne, on n'est pas là. Si vous voulez, après ça déclenche des polémiques, il faut qu'il y ait des contradicteurs. Quand on a parlé des entreprises, il y avait aussi des représentants de l'entreprise, du personnel, des syndicats qui pouvaient être là pour répondre. Là, j'ai personne qui peut répondre. Donc je comprends vraiment votre rage et votre colère. Mais je vous demanderai de ne pas de ne pas renommer l'entreprise parce que c'est pas le principe de cette libre antenne de régler des comptes avec qui que ce soit, puisque je n'ai pas la possibilité de faire débat, d'avoir de pouvoir qu'il y ait des gens qui puissent éventuellement contredire ou bon. Donc après. En revanche, que vous preniez un avocat, que vous voyez avec les syndicats de l'entreprise, ça a été fait cet après-midi. Oui, mais ça bien sûr. Les syndicats ont envoyé un mail au directeur, parce que moi, c'est quand même un geste qu'elle a fait sur son milieu de travail. Oui. Sachant qu'elle était célibataire, la moindre des corrections aurait été quand même que nous soyons informés. Donc il s'est passé presque 1 journée et demie sans que nous ne soyons pas avertis de son acte.
Une journée et demie. Ouais, ben oui, puisque elle a fait son acte hier matin. Hein. Et on ne vous a contacté qu'aujourd'hui. Ouais. Et parce que mon mari a téléphoné. Hein, parce que comme il se téléphone tous les jours, il était très inquiet de ne pas avoir de réponse. Oui. Donc il a téléphoné à son bureau et là on lui a dit, on lui a même pas dit qu'elle avait fait une tentative, on lui a dit elle a fait un petit malaise. Oui, alors que au travail, ils savent que votre fille vit seule, qu'elle n'a pas. Oui, tout à fait. Oui, donc qu'il y avait, c'est important dans ces cas-là de prévenir un membre de la famille. Ben oui. Donc cet après-midi, j'ai eu le directeur adjoint. Je peux vous dire que ça a pété. Il m'a raccroché au nez en me disant que de toute façon, il n'avait pas à s'occuper des histoires particulières. Enfin, j'estime quand même. Oui, ils essaient de minimiser la responsabilité. Vous avez eu le directeur ou la directrice des ressources humaines ? Ah ben non, elle, honnêtement. Ah oui, c'est avec elle qu'il y a des problèmes. Ben oui, je me souviens maintenant. Oui, je me souviens. Oui. Donc oui, là, c'est avec elle, donc effectivement, bien sûr. Donc là, Alexandra me disait qu'elle recommençait à la comment. Bon, là, elle a demandé une journée de congé systématiquement, ça lui a été refusé. Donc je crois que là, elle a pété les plombs, quoi. Donc là. Mais oui. Enfin bon, cet été, il y a quand même une jeune femme qui s'est suicidée dans la même boîte à 45 ans. Oui, et sur son lieu aussi de travail. Oui. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Oui. Alors bon, moi ce soir, j'ai une amie de Montauban qui m'a téléphoné, qui elle aussi est harcelée, qui a pris un avocat. Dans cette même entreprise ? Ah non, c'est une crèche indépendante, etc. D'accord. L'avocat lui a dit, vous savez, pour le harcèlement en France, on peut rien. Ce que je vous commande, ce qu'il faut faire, vous attendez votre harceleuse et vous prenez une batte de baseball et vous l'attaquez à la sortie. Non, l'avocat n'a pas pu dire ça. Ah bah si. Bon, elle en pleurait ce soir. Bon, attendez, il faut qu'il change de métier, c'est pas possible. Oui, c'est ce que je... attendez, c'est pas possible qu'un avocat tienne des propos comme ça. C'est vrai que c'est pas possible. Non. Enfin, votre ami a dû un peu, je sais pas, interpréter. Ça me paraît fou. Hein. Ah non, c'était à 4 dans le bureau de l'avocat. Bon, le harcèlement. C'est très déplacé comme propos parce que franchement. Oui, mais moi j'ai trouvé ça tout à fait déplacé. Effectivement. Oui. Mais le problème, si vous voulez, c'est que on en parle, on a des morts, on a des suicides, on a des tentatives de suicide et ça continue. Alors, que faut-il faire ? Moi, aujourd'hui, j'avais la rage, honnêtement la rage. Hein. Je disais, j'allais faire comme les mères irlandaises, acheter un pistolet et tirer dans les 2 genoux de la bonne femme pour qu'elle se rappelle de ma fille. Parce que moi, les séquelles, je ne sais pas ce qui va se passer. Non, mais attendez, Daniel, la violence n'a jamais rien résolu, hein. Non, je sais. Vous le savez bien. Et votre fille, bon, écoutez, c'est toujours très complexe ces histoires-là. C'est toujours très complexe. C'est compliqué parce que j'entends votre rage et votre colère et donc c'est pas ce soir que je vais pouvoir développer autour de ces questions-là parce qu'il y a une vraie souffrance parfois au travail, mais en même temps, vous savez, il y a aussi, il y a parfois plusieurs souffrances qui se rencontrent. Mais bon, je vais pas développer ce soir parce que ça serait un peu déplacé par rapport à votre sentiment de colère et de rage. Donc, je crois que il est important d'avoir recours aux moyens légaux, aux moyens juridiques que votre fille... On vous parle de séquelles. Attendez, on vous a parlé de séquelles au moment où elle était encore dans le coma. Oui, voilà. C'est normal que les médecins, quand la personne arrive dans un état de coma, envisagent toujours la possibilité de séquelles neurologiques. Hein, tant que la personne n'est pas consciente, tant que les examens complémentaires n'ont pas été faits, scanner, IRM, il reste prudent.
Hein. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que parce que votre fille a été dans un coma apparemment assez léger, puisqu'elle s'en est sortie quand même assez vite, elle a été intubée. Bon, oui, mais comme on le fait dans ces cas-là, qu'elle va présenter des séquelles neurologiques. Bon, qu'il y ait en revanche des séquelles psychologiques, ça oui. Mais je veux dire, il y a un moment qu'elle les a et il y a une fragilité. Mais il y a plusieurs fragilités qui se rencontrent. Et évidemment que aussi la personne qui harcèle ou l'entreprise qui est à la cause de ces souffrances va jouer là-dessus. Et dans un sens, elle va dire que la personne rencontre d'autres difficultés, peut-être dans sa vie privée, dans son histoire personnelle. Ce en quoi, certainement, dans un sens. Et que sur son lieu de travail, le fait d'être soumise à un harcèlement, à une pression, à quelqu'un, eh bien, ça va encore la fragiliser davantage. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas du harcèlement et de la véritable souffrance au travail. Vous voyez que ça ne minimise pas cette souffrance au travail. Mais il y a plusieurs formes de souffrance qui se rencontrent et qui, à un moment, vont former un cocktail explosif. C'est sûr que là, les chemins de souffrance, lorsqu'ils se rencontrent, et quand on est seul à Paris, à ruminer toujours la même chose, en sachant que le matin, il va falloir se lever et subir des humiliations, c'est vrai que depuis 3 ans, je crois qu'arriver à certains, ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, quoi. Et je me sens impuissante, tellement impuissante face à la détresse de ma fille et sa souffrance. Oui, je comprends. Mais alors, c'est pour ça que maintenant, bon, malheureusement, il y a eu ce geste comme ça où elle est allée au bout de cet état de n'en pouvant plus, ne voyant elle-même. Je comprends que vous vous sentiez impuissante puisqu'elle-même signe son impuissance et vient la crier là aux yeux de tout le monde et vient commettre cet acte au sein de l'entreprise. Bon. C'est aussi maintenant que va commencer quelque chose véritablement pour elle. Parce que rien ne vaut la peine de se détruire et certainement pas un travail. Oui, c'est ce que me disait cet après-midi un ami. Vous voyez, se détruire par rapport, je le dis souvent, par rapport au fait d'être d'une personne, le fait d'être quitté, et par rapport à un travail. Donc, je veux dire, tout commence là pour votre fille. Qu'est-ce qui fait que, au fond, il y ait eu un tel abîme qui s'est ouvert devant elle là, qu'elle n'ait pas eu qu'elle n'ait pas entrevu d'autres issues. Bon, donc tout reste à faire pour elle et bon, à la fois sur le plan effectivement par rapport à ce qui se passe, comme vous dites, semble-t-il dans cette entreprise où il y a une personne qui a des agissements plus que problématiques à l'égard de certains salariés. Écoutez, apparemment, cet après-midi, quand j'ai téléphoné au directeur, j'ai eu la secrétaire qui m'a dit on est de tout cœur avec Alexandra. Tout le 4e étage subit les pressions de cette bonne femme. Excusez-moi la vulgarité. Oui, non, mais c'est pas de la vulgarité, c'est bon. Oui. Et si quelqu'un peut faire quelque chose. Oui. Malheureusement, parfois c'est terrible, mais heureusement votre fille est en vie. Oui. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire ça suffit et aujourd'hui vont accepter de témoigner, de dire il y a une personne, une deuxième, on va parler pour que cela s'arrête. Parce que finalement, il y a pas, on ne parle pas et il y a des personnes qui passent à l'acte. Alors, je reçois beaucoup de messages. Il y a quelqu'un qui me dit: j'ai été victime de harcèlement moral, j'ai préféré fuir que de me faire démolir. Et puis il y a également
Razika qui dit une entreprise ne peut se définir par le comportement de personnes y travaillant. Il faut viser juridiquement la personne avec des témoignages. Le subversif dit il existe des méthodes de management qui s'appuient sur l'enfoncement et la réduction des protections psychiques à la façon des sectes. Le suicide est produit par ces méthodes. Il y a Théo qui dit j'ai subi du harcèlement, la seule défense, représentant du personnel et plainte pour indemnité, laissez faire la justice. Et puis Grégory nous envoie un petit courriel pour dire les psychiatres sont de plus en plus vigilants au sujet du harcèlement au travail depuis les affaires rendues publiques ces dernières années et même ces derniers mois. Il est important que votre fille songe à elle aujourd'hui, à son épanouissement. On ne peut pas se laisser pourrir la vie, il dit pardonnez-moi l'expression, pour un travail. Et en tout cas perdre sa vie, j'ajouterais, pour un travail. Le problème c'est qu'elle est rendue tellement bas. Oui, oui, on le voit bien. Elle est très extrêmement vulnérable. Mais attendez, Daniel, là vous êtes vous aussi en état de choc. On en avait parlé. C'est le fait même qu'elle veuille continuer était fou. Parce que tout ce que vous décriviez, et c'est ce qui est terrible, c'est que malheureusement vous la voyez se dégrader. Mais bon, on en avait parlé ensemble. Je lui avais dit, écoute, reviens sur Nantes, etc. Oui. Tu pourrais être hébergée à la maison, tu rentres. Mais elle voulait s'accrocher. Et oui, parce que c'est ça, la personne le vit comme un échec dans ces cas-là. Voilà, c'est ça. Elle a l'impression que c'est un échec personnel, qu'elle capitule presque devant l'ennemi, que bon. Alors que non. C'est tout sauf un échec. Il faut penser parfois à sauver sa peau. Il y a Aline aussi qui dit voir avec la médecine du travail. Oui, il faut voir avec. Oui, ça y est, c'est fait. Oui, mais forcément là. Elle a quel âge votre fille 39 ans. Oui, elle est très jeune. Enfin, elle est jeune encore. Mais elle a été moi je vous ai dit, son frère est handicapé. Elle a beaucoup souffert de l'infarctus de son père. Oui, il y a beaucoup de. Oui, il y a eu un contexte très. Il y a eu un contexte trop lourd, si vous voulez, pour une jeune. Oui, elle est très attachée aussi à son père, qu'elle vous dit qu'il l'appelle tous les jours. Là, il y a 3 semaines, il a fait. Elle est très famille. C'est sûr que bon. Et puis bon, le problème, c'est qu'elle ne sait pas. Je lui ai dit que face à cette personne, tu peux avoir des paroles sèches, mais droites et pointues, sans être en dehors de l'incorrection. Mais je dis que dans cette perversité, parce que quand elle voit que c'est vrai que là, ma fille, quand elle est venue, je vous l'avais dit en dernière vacances, elle se mangeait la bouche, elle se mangeait les lèvres. Je voyais bien que ça pouvait pas durer, quoi. Je me souviens très bien de ça, de ce rictus qu'elle en avait, vraiment où elle était marquée par la souffrance. C'était. C'est ce que m'a dit l'avocat. Il m'a dit tout de suite, ça m'a frappé. Et il dit j'ai pas compris. Je lui ai dit arrête-toi, mets-toi en congé de maladie, mais elle a soutenu qu'elle voulait continuer. Mais bon, le résultat, c'était beaucoup trop dur. Alors, il y a Marité, je la remercie, qui a appelé le 3921, qui pour nous conseiller un livre, Le harcèlement moral au travail, de Philippe Ravisi, Ravissy. Je connais pas. Donc Philippe Ravisi, le harcèlement moral au travail, elle dit que donc il est avocat au barreau de Paris et qu'il donne d'excellents conseils. Et c'est chez quel éditeur, vous savez ? Marité nous a pas donné l'édition, mais bon. D'accord, je chercherai sur internet. Et puis il y a Marie qui dit allez courez vite auprès de votre fille. C'est vrai que c'est compliqué pour vous parce qu'entre votre mari et votre fils. Mais bon, là je crois qu'il y a des situations d'urgence et que je crois que c'est important que vous puissiez aussi être auprès d'elle. Mais bon, je crois que c'est le début. Elle a besoin d'être entourée, surtout d'être coupée là de ce qu'il l'a fait souffrir elle doit être épuisée à la fois physiquement et psychologiquement elle a besoin à la fois de repos et vraiment de se reconstruire. Elle a vraiment besoin d'aide.
tous les moi, sens le du terme. médecin que j'ai eu en réanimation, la Gauchin, m'a parlé d'hôpital psychiatrique. Oui, mais il ne sait pas forcément qu'elle est suivie. Ben oui, c'est ça. Ouais. Parce que si vous voulez, lui, il voit arriver quelqu'un pour une tentative de suicide grave, hein, quand même, puisqu'elle est dans le coma quand elle arrive. Donc, il prend toutes les précautions. C'est-à-dire peut-être pour éviter qu'elle sorte, c'est-à-dire dans ces cas-là, évidemment, il n'envisageait pas une sortie comme ça, et peut-être un transfert vers le service psychiatrie. C'est peut-être cela. Oui, c'est ce qu'elle me parlait, d'un transfert en psychiatrie. Oui, peut-être dans le service. Oui. Pourquoi pas Pourquoi pas pendant quelque temps, mais ça peut être dans une chambre le temps parce que ça traduit quand même, il y a un état d'épuisement et de dépression là sérieuse derrière. Hein. Sachant que son psychiatre qui l'a su peut venir la voir. Vous l'avez appelé, vous avez ses coordonnées au psychiatre? Oui. Ah non, justement, j'ai pas son psychiatre, mais j'ai son médecin généraliste parce qu'elle avait rendez-vous ce soir justement avec la généraliste. Et parce que le psychiatre peut se déplacer aussi, hein, si elle est transférée. Enfin, s'ils savent qu'elle est suivie, par exemple, par un médecin psychiatre, ils peuvent prendre contact avec le médecin psychiatre. Ah oui, d'accord. Et il peut ça se fait. Hein, quelqu'un peut, du coup, il pourra se déplacer, lui rendre visite si elle était hospitalisée, par exemple. Mais c'est normal que le médecin, ne sachant pas si elle est suivie, évidemment, il va pas la laisser sortir comme ça. Ce que j'ai pas compris, si vous voulez, c'est que le médecin psychiatre qui la suit lui est demandé de continuer à travailler. Quoi. Oui, mais on ne sait pas vraiment dans quel cadre ça s'est dit. Oui, alors il y a Marion pour conclure qui dit, qui parle de l'association Harcèlement Moral Stop qui se trouve à Rungis. Ah d'accord, ben oui, c'est HTTP, vous avez de quoi noter? C'est le site de cette association. Oui. Donc c'est HTTP www.hmstop.com et c'est harcèlement moral stop. On va vous le redonner hors antenne. D'accord. Marion dit cette association aidera tant sur le plan émotionnel que juridique. Elle ajoute prenez des conseils, impliquez le médecin du travail et l'inspecteur du travail et faites en sorte que soit écrit sur le registre des dangers graves et imminents la tentative de suicide. D'accord. C'est des bons conseils, ça. Surtout que Rungis, c'est pas très loin de chez elle. Voilà, harcèlement moral stop, dit Marion. On a également Frédéric qui est avec nous au 3921. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi je vous avais appelé il y a l'année dernière parce que j'étais harcelé moralement sur mon lieu de stage en fait. J'étais stagiaire pour être éducateur spécialisé. Oui. Et je vous avais appelé parce que j'étais prêt à tout arrêter parce que c'était devenu presque carrément invivable. Et suite à ça, j'avais eu donc pas mal d'informations pour m'aider à m'en sortir en fait. Oui. Et donc vous aviez contacté Harcèlement Moral Stop? Non, moi c'était l'association mot pour mot, M-O-T pour mot M-A-U-X. Oui, oui, effectivement. Oui, j'ai entendu parler, oui. Voilà, et en fait, il faut savoir, donc, la première chose que j'ai été faire, c'était aller porter plainte, donc, au commissariat. Ah, et sincèrement, oui, au commissariat. Et ils m'ont proposé une aide aux victimes. Ah oui, d'accord. Donc j'ai accepté, et cette personne a attesté que j'avais été effectivement harcelé. Donc j'ai eu après un certificat, après j'ai été voir mon médecin. Bon, moi j'avais eu... ça avait été loin, j'avais quand même reçu des coups. Donc j'avais une vertèbre de déplacée, donc j'ai fait un certificat médical, mais je crois qu'on peut avoir un certificat médical pour attester d'une dépression suite à un harcèlement moral au travail. Et ça fait foi auprès du procureur.
Alors là, je ne sais pas parce que j'ai eu un inspecteur du travail ce soir là, qui m'a dit dans la mesure où Alexandra a failli se donner la mort sur son lieu de travail, ça peut être considéré comme un accident de travail. Oui, c'est considéré. De toute façon, il y a la loi depuis 2008 ou 2009, je crois qu'elle est sortie cette loi. Ah ouais, d'accord, je connaissais pas parce que moi ça m'a étonné un peu. Non, si, maintenant c'est considéré parce que justement il y a eu tellement de cas. Et vous, Frédéric, donc vous avez été très bien épaulé par cette association. J'ai été épaulé, surtout guidé. Oui. Mais bien épaulé après par... franchement, je vous assure que aujourd'hui, ils prennent vraiment en compte l'harcèlement moral parce que justement, il y a eu tellement de laxisme. Tout à l'heure, je vous entendais dire que justement, en France, les harcèlements moraux n'étaient pas reconnus, mais en fait, non, je crois que maintenant, c'est bien reconnu. Et au niveau des prud'hommes, c'est vraiment pris en compte, quoi. Moi, je sais que moi, j'ai eu gain de cause. Et que la personne a eu des sacrées conséquences, quoi. D'accord. Bon. Et il faut savoir que si vous trouvez pas de témoins de travail, moi il m'avait conseillé de faire des recherches et c'est comme ça aussi que j'ai pu avoir des témoignages, des recherches auprès de gens qui auraient quitté l'entreprise. Oui, voilà. D'anciens employés qui, eux, auront moins peur de venir témoigner que des gens qui sont dans l'entreprise. Parce que ça, on pense jamais, mais il faut essayer de se tourner vers des gens qui auraient travaillé dans l'entreprise et qui n'y sont plus. D'accord. Parce que là, justement, il y a des gens qui ont été harcelés par cette même femme et qui ont passé des concours et qui s'en vont et qui ont dit qu'ils étaient prêts à faire des témoignages. Alors, il faut vous appuyer sur ces témoignages et effectivement contacter les associations parce que, comme souvent dans ces cas-là, elles sont d'un grand recours. C'est évident. Encore une fois, je vous dis sincèrement, faites-le parce que ces gens-là. Honnêtement, je suis prête à tout. Alors il faut le faire, voilà. Il faut le faire déjà par rapport évidemment à votre fille pour que cette personne ne puisse plus continuer à nuire. Et puis c'est important pour que votre fille sente que elle est qu'il y ait une réparation aussi. C'est important. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est important. Voilà, ça va l'aider aussi, ça va participer à sa reconstruction. Parce que c'est vrai que je reçois là un message du Subversif qui dit la psychologie mesure encore trop peu la dimension institutionnelle de ces pratiques et leur extrême nocivité, en particulier lorsqu'elles reviennent sur des acquis sociaux. Et c'est vrai, c'est assez juste. Donc, en tout cas, entourez-la bien. Prenez soin d'elle et c'est vrai que ça serait bien. Elle a pas l'énergie actuellement de pouvoir faire tout ça. Donc il va falloir que des personnes s'en occupent pour elle. Je vais la ramener sur Nantes. Oui, il va falloir qu'elle puisse effectivement qu'elle soit entourée pour s'occuper d'elle. Demandez-lui si parce que des fois on a ça dans nos assurances, si elle a l'aide juridictionnelle. Ah oui, je pense qu'elle a ça avec sa mutuelle, on en avait parlé, puisque moi je sais qu'avec la mienne je l'ai, cette aide juridictionnelle. Moi j'avais ça et ça m'a aidé. Oui, mais je me doute. Oui. Et mot pour mot, là, c'est sur Paris Oui, c'est une association sur Paris, mais en fait, elle fait toute la France. C'est une association, je crois, nationale. D'accord. Vous allez sur Internet et vous mettez mot pour mot. Premier mot, c'est M-O-T et pour mot, M-A-U-X. D'accord. On peut vous mettre en relation hors antenne, si vous le souhaitez. Oui, je veux bien, oui. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric. C'est moi qui vous remercie, parce qu'à chaque fois, c'est grâce à vous que je m'en sors, parce que j'avais appris au repas. Ah non, c'est pas... J'avais appris au repas à chaque fois, parce que ça n'allait... Justement, j'étais perdu, quoi. Attendez, c'est pas grâce à nous. Là, vous en êtes très bien sorti par vous-même, apparemment. Vous avez suffisamment de force et de combativité. Donc, merci en tout cas d'apporter aussi votre soutien aux autres maintenant, d'être là pour les autres, d'être là en l'occurrence pour Daniel et sa fille. Daniel, écoutez, on
espère de tout cœur et que votre fille va vite se rétablir. Entourez-la bien, prenez bien soin d'elle. Et puis, voilà, faites en sorte qu'elle se sente protégée et surtout que ce préjudice soit réparé. Le problème, c'est que je crois que c'est pour le boulot qu'elle craint, de retrouver du boulot. Attendez, on n'en est pas là. Chaque chose en son temps. Elle a voulu mourir par rapport à son travail et peut-être pour d'autres choses. On n'en est pas à retrouver du travail. L'important, c'est qu'elle est en vie. D'accord ? Le travail, chaque chose en son temps, Daniel. Hein. Il faut pas déjà lui mettre là. Là, l'important, elle est en vie. Elle a voulu mourir par rapport à son travail. Chaque chose en son temps. Hein ? D'accord. Merci en tout cas. Bon courage à vous. Merci Caroline. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très heureux de vous écouter, de pas de vous avoir au téléphone puisque je vous écoute depuis quelques années et je ne m'imaginais pas à un moment donné me retrouver au téléphone avec vous et mon histoire est un peu affligeante de banalité, mais j'ai vraiment besoin d'un éclairage et Non mais rien n'est jamais vraiment, aucune histoire n'est vraiment banale, hein, pour peu qu'on se penche dessus. En tout cas, c'est pas banal pour vous, puisque vous m'appelez. Qu'est-ce qui vous arrive ? Alors en deux mots, voilà, je vis avec, donc j'ai 47 ans, j'ai une épouse de 37 ans, un gamin de 11 ans. On est un couple qui je dirais est fusionnel. Tout se passait bien. Et il y a une quinzaine de jours, en rentrant de vacances, ma femme a souhaité me parler pour me dire que elle a la particularité d'être quelqu'un de très honnête et pour me dire en fait que elle était très embêtée parce qu'elle sentait peut-être ses sentiments régresser par rapport au début et qu'elle souhaitait m'en parler. Donc bien évidemment ma première réaction a été de lui demander si elle avait quelqu'un. Elle m'a dit écoute, si j'avais quelqu'un je te l'aurais dit, je t'aurais dit que je ne t'aime plus et que j'ai quelqu'un. Simplement voilà, depuis quelques années c'est un peu installé une régression de mes sentiments et aujourd'hui je ne sais plus où j'en suis et voilà et j'ai essayé de comprendre les raisons de tout cela. Elle m'a invoqué parfois une certaine distance de ma part. Il faut savoir que j'ai acquéri au fil du temps dans mon entreprise un poste à responsabilité depuis 7 ans qui m'a quelque part aussi un peu obligé à créer une armure dans l'entreprise dont j'ai eu parfois du mal à me défaire en rentrant à la maison. Mais bon, j'avais quand même du recul par rapport à ça. Ça se passait, je dirais, assez bien dans le couple. Mais ce qu'il apparaît, c'est qu'il y a certainement eu un manque de dialogue qui fait que moi, je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il se passait. Et ma femme, qui a quand même un caractère, je dirais, introverti, m'a avoué qu'elle a gardé ça en elle-même depuis quelques années et 2-3 ans et que ça sortait maintenant. La problématique auquel je suis confronté, auquel nous sommes confrontés, c'est que aujourd'hui mon épouse me dit en fait, je ne sais plus trop où j'en suis. Je ne sais pas si la remise en cause de mes sentiments tient au fait que j'ai peur de te faire du mal. J'ai peur aussi, si jamais on envisage la séparation, c'est que je m'en morde les doigts. Et je demande du temps. Donc moi, je lui ai demandé un peu comment je pouvais me corriger pour pouvoir, je dirais, correspondre à ses attentes, hein, et bon, c'est vraiment des attentes peut-être de plus grande attention de ma part, ce que j'ai bien intégré et ce que je me suis employé à faire.
Mais une quinzaine de jours après, bon, elle me dit que voilà, elle est toujours dans l'expectative et je lui expliquais que des sentiments qui étaient remis en cause depuis quelques années ne pouvaient pas, je dirais, se réintégrer de manière optimale dans les 15 jours. La situation que je trouve aujourd'hui intenable, c'est que je ne sais pas si je dois attendre, me laisser dire dans une semaine, dans 2 semaines, dans 6 mois, dans un an. Voilà, je ne t'aime plus et il faudrait qu'on se quitte. Je ne sais pas quelle attitude adopter, sachant que derrière, bon, il y a le gamin qui nous aime très fort et qu'on aime très fort et à qui, si l'on disait demain que l'on devait se séparer, aurait l'effet chez lui d'une bombe thermonucléaire. Donc voilà, je suis en fait devant une espèce d'alternative, c'est-à-dire de laisser du temps au temps avec un risque de toute façon de devoir admettre que régression des sentiments et déjà se poser la question si les sentiments ont régressé, est-ce que quelque part ce n'est pas déjà une réponse? Mais quand même laisser une chance au temps ou à un moment donné dire à mon épouse aujourd'hui est-ce que tu ne dois pas te positionner par rapport je dirais à notre couple, sachant que ce que je lui ai expliqué aussi, c'est que 17 ans de couple, c'est aussi quelque chose qui doit se gérer. On n'aime pas forcément de la même façon la première année, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, et que c'est pas parce qu'un couple est en régression d'ardeur, voire de sentiments, que on ne doit pas se donner les moyens de laisser la chance à ce couple. Mais bon, là, j'avoue que je suis dans l'impasse et que franchement, je ne sais pas quoi faire. Oui. Mais en même temps, ce qui est quand même constructif dans l'histoire, c'est que vous arrivez à vous parler. Oui. Alors, vous me dites que depuis quelques années, votre femme est plutôt du genre introvertie et qu'elle a intériorisé beaucoup de choses. Mais là, elle vous a dit ce qu'elle avait sur le cœur. Et c'est finalement bien, parce que ça vous permet de un peu de rectifier le tir, comme on dit familièrement, avant que l'amour s'en soit allé définitivement. Parce que c'est pas ce qu'elle vous dit. Elle n'a pas rencontré quelqu'un, elle n'a pas définitivement plus de sentiments pour vous. Elle s'interroge, elle est dans quelque chose où elle vous dit que la relation, en tout cas telle qu'elle est actuellement, ne lui convient pas tout à fait. Et c'est important, parce que tout couple est confronté à cela. Une relation, c'est vivant. Oui. Une relation, c'est pas, il faut en prendre soin. Donc on peut pas toujours, on peut pas. Il y a des moments où on cultive plus, on cultive plus. Dans les premiers temps, évidemment, de la rencontre, on est complètement centré sur la relation amoureuse. Et puis après, parfois souvent même au détriment de la relation amicale. J'ai lu là d'ailleurs que souvent quand on démarre une relation comme ça, quand on démarre une histoire d'amour, on perd 2 amis. J'ai lu, c'est une étude britannique qui a lu ça. À minima. À minima, vous l'avez lu aussi? C'est ça, sur l'autel de l'amour, il y en a un qui va fait sacrifier, puis il y en a un deuxième qui, il en a un peu marre, puis il part aussi. Bon, après, souvent, il y a les enfants qui arrivent, donc c'est un peu le couple parental qui prend le relais, enfin bon. Mais il y a toujours, si vous voulez, une relation, ça évolue. Après, parfois on a moins de désir à un moment donné. Bon, c'est quand elle vous dit elle trouve que il y a eu une certaine distance de votre part. Alors vous avez dit, vous admettez, vous dites que dans votre entreprise, du fait de vos responsabilités, vous avez dû
endosser une certaine armure et peut-être que déjà le fait d'avoir des nouvelles responsabilités, ça vous a pris plus de temps. Peut-être que vous rentrez chez vous la tête un petit peu plus encombrée. Exactement. Bon. On n'en est pas pour autant à parler de séparation. C'est pas parce qu'elle évoque à un moment des doutes. Qu'est-ce qu'elle fait au fond ? Elle attend que vous, mais aussi elle, c'est-à-dire de retrouver quelque chose, un certain élan, un certain que vous vous retrouviez un peu, que vous recréiez un peu une nouvelle intimité, c'est-à-dire que vous retrouviez des moments ensemble. Pourquoi vous n'en seriez pas capable ? Pourquoi être défaitiste ? Vous êtes mariés depuis 17 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si vous vous êtes présenté en plus comme un couple très fusionnel. Oui. C'est-à-dire que vous avez toujours été, c'est ça, très faisant beaucoup de choses ensemble, très. Oui, beaucoup de complicité, beaucoup de voilà, c'est beaucoup s'amuser sur la queue d'une cerise. C'est vraiment voilà, de rire de tout n'importe quoi. C'est une vie sexuelle que j'estime épanouie et qu'elle estime épanouie. Allô? Mais je vous écoute. Oui, excusez-moi, je pensais qu'on était coupé. Mais si vous voulez. Et alors vous vous amusez moins actuellement? Bah, si vous voulez. Non, mais est-ce que parce que ça c'est très important, oui. Lorsqu'elle m'a évoqué cette situation, c'est elle qui au départ m'a dit au point où on en est, je me demande si on n'a pas envisagé la séparation. Donc le mot était lâché. Et oui. Dans les 17 ans de notre vie, ça fait chez moi effectivement l'effet d'une bombe. Après, l'interrogation que j'ai, c'est finalement, au bout du compte, est-ce qu'elle ne souhaite pas tout simplement une autre vie ? C'est-à-dire une autre vie que celle que je suis en capacité de lui proposer. Ça, c'est une chose. Mais c'est là où je vous trouve défaitiste. Vous pensez que vous pouvez lui proposer que vous n'avez qu'une vie à lui proposer. Dans une vie, on a plusieurs vies. Et qu'un couple, c'est... Quand je vous dis qu'une relation, elle est vivante, c'est-à-dire qu'une relation, elle évolue. Donc... si vous voulez, ça va pas être comme au début. Souvent, le risque, c'est de vouloir faire comme si ça allait être comme au début. Mais c'est pas comme au début, parce qu'une relation, forcément, ça évolue. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas être de nouveau dans une complicité, qu'on peut pas de nouveau rire ensemble, qu'on peut pas de nouveau avoir du plaisir ensemble sur tous les plans. Vous voyez ? Mais être dans la nostalgie, parce que être comme au début, c'est être dans une nostalgie. C'est finalement être tourné vers le passé, au lieu de dire, bah oui, on a encore un avenir ensemble. Et cet avenir, il est à créer et à inventer. Je suis complètement d'accord avec vous, Caroline, et c'est exactement ce que je lui ai dit. Ce qu'il y a, c'est que, et sans lui faire injure, je pense qu'elle ne fait pas ce travail d'introspection. Et je pense que, comment dirais-je, je ne crois pas qu'elle pense que le couple, la vie de couple, puisse être, comme vous l'avez bien expliqué, à géométrie variable. Et en fait, je pense qu'elle devrait je pense qu'elle devrait se faire aider, notamment sur voilà, qu'est-ce qu'un couple, comment un couple peut Oui, évoluer. mais alors là, vous lui mettez un peu la responsabilité de son côté. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est à deux. Vous avez des choses à faire tous les deux. Je vous dis pas que la responsabilité, elle vous incombe. C'est à tous les deux qu'il y a quelque chose à inventer, à réinventer. J'en suis parfaitement conscient. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si je suis seul à essayer de lui expliquer cela, bien évidemment, je me mets en situation de vouloir justifier le fait que je souhaite vraiment rester avec elle,
alors que... Mais dites-lui au moins, il ne s'agit pas de vous justifier. Qu'elle a besoin d'un conseil d'une tierce personne. Non mais écoutez, avant de parler de conseils, peut-être que au fond, oui, vous irez voir quelqu'un tous les deux pour en parler. Mais avant de parler de conseils, je crois qu'elle a envie... Je suis pas dans sa tête, mais peut-être qu'elle a envie de vous entendre dire que vous avez envie toujours d'elle et d'être avec elle et de continuer le chemin avec elle. Je vais vous lire des réactions, parce que, vous voyez, vous dites, c'est très banal, mais en même temps, ça concerne beaucoup de monde. Il y a Marie qui dit, peut-être que de nouveaux projets, une lune de miel à deux, des surprises très inattendues, pourraient être une solution. Bonne chance. Bulle qui dit, elle a peut-être évoqué la séparation pour vous faire réagir. Chiarella dit, il vous appartient de raviver sa flamme, vous devez la reconquérir. Quelqu'un dit, l'un regarde ailleurs, l'autre regarde autrefois, et tous deux vivent côte à côte, chacun de leur côté. Brigitte dit, surtout écoutez-la bien, et allez-y vraiment, tâchez de la séduire à nouveau. Alors il y a des femmes qui disent, oui, comme si ça venait de vous, mais il y a une part qui va venir de vous et une part d'elle. Le subversif dit, retrouver le feu d'artifice des débuts est une illusion nostalgique, qui peu à peu peut étouffer toute perspective d'avenir. Elle semble ne pas être en mesure de s'épanouir sans cet artifice. Il va dans votre sens. Oui. Didier dit, on ne se sépare jamais d'un tiers pour se retrouver seul. Votre compagne a certainement un ou plusieurs hommes que vous. Moi, je suis pas d'accord avec cette thèse-là. Je pense qu'on peut très bien à un moment se remettre en question la relation, sans pour autant avoir quelqu'un d'autre en tête. Marie dit, mais pourquoi parler tout de suite de séparation ? Quelqu'un dit, écoutez Léo Ferré avec le temps. Oui, mais alors là, elle est magnifique, mais ça va pas vous remonter le moral. Il y a Prune qui dit, le quotidien est l'amour, vous vous êtes éloignés, parlez-vous. Et puis Georges qui dit, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Dites-lui comme ça, on va peut-être gagner du temps. Non, parce que je suis pas convaincue. Je dis ce que je pense. Et non, je pense qu'on peut remettre en question une relation sans pour autant avoir quelqu'un d'autre. Non, mais moi, si vous voulez, je lui ai complètement dit, lorsqu'elle m'a parlé de séparation, je lui ai dit, écoute, moi aujourd'hui, je t'aime, je t'adore, je ne veux absolument pas te quitter, je suis prêt à tout entendre, et s'il y a des points sur lesquels tu souhaites que je me corrige, eh bien, je vais vraiment dans ton sens. Et elle me disait, d'ailleurs, c'est aussi de ma faute parce que j'aurais dû peut-être en parler avant, mais si vous voulez, là où ça devient quelque part lunaire, c'est que, vous voyez, les choses qu'elle peut me reprocher, c'est si demain on va dans un supermarché, c'est que je sois 3 mètres devant et que je sois pas à côté d'elle. Oui, mais voilà, le supermarché, c'est pas là où il faut que vous l'ameniez en ce moment. Non, et en même temps, ça fait partie du quotidien, mais bon. C'est pas notre quotidien. Mais si, c'est le quotidien. Je vais vous lire encore. Oui, j'ai compris, je vous taquine. Il y a Yacinda qui dit, vous savez, Pascal, ce phénomène est commun à quasiment tous les couples. Il est bien qu'elle vous en parle. Et à vous de faire en sorte de l'aider à comprendre. Séduisez-la à nouveau. Il y a un proverbe, quel lapsus, qui dit, ne séduisez pas plusieurs femmes, mais séduisez plusieurs fois la même. Cela fait longtemps que vous êtes ensemble. De plus, vous avez un enfant de 11 ans qui risque d'être perdu face à votre problème. Prenez du temps avec elle, faites un voyage en amoureux. Il faut parfois employer de grands moyens pour se retrouver. Bon courage à vous. Et puis parfois, pas forcément de grands moyens. Il y a peut-être des petites choses aussi dans le quotidien qui peuvent être pas mal. Alors, ils ont plein d'imagination, nos auditeurs et nos auditrices. Il y a Osiris qui dit, allez, changer d'air. Venise en automne, c'est magique. Petite suggestion comme ça. Bon, Pascal, en tout cas, moi je vous dis, il y a encore plein de choses à inventer et à réinventer. Cathy dit, votre femme a besoin d'absolu. Elle se sent tout juste seulement un peu déstabilisée. Bonne chance à vous. Au revoir, Pascal.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. C'est l'heure de votre libre antenne. Il nous reste 1 heure devant nous pour prendre le temps de nous parler. Vous pouvez appeler le 39 21 pour parler de tout ce qui fait votre vie. Vous pouvez également réagir à tout ce qui se dit à l'antenne, que vous soyez d'accord ou pas. Vous serez toujours les bienvenus. Vous pouvez bien sûr intervenir en direct si un témoignage vous touche, vous donne envie de réagir. Vous pouvez le faire par SMS au 7 21 21 code nuit. Alors des réactions justement pour Pascal qui était un peu soucieux par rapport à son couple, puisqu'après 17 ans de mariage, sa femme lui disait que elle se posait des questions un peu sur les sentiments qu'elle lui portait. Alors le subversif dit: si votre goût prononcé pour les rendez-vous romantiques au McDo et les longues balades en amoureux à Auchan ne change pas vite, l'aigreur risquera de virer à l'indigestion. Et puis Marie dit: les femmes ne veulent pas de bons élèves qui feraient ce qu'elles demandent, mais elles veulent de la fantaisie. Et puis je parlais des amis qui étaient souvent sacrifiés sur l'autel de l'amour. C'est une étude britannique qui révélait que souvent dans les premier temps, comme ça, d'une rencontre amoureuse, on perdait 2 amis. Georges me dit: moi, c'est depuis que je vous écoute que j'ai perdu des amis, Caroline. Sergio dit un mot d'ordre essentiel dans un couple: la surprise. Surprenez-la, reséduisez-la et bonne chance à vous. Il y a également Grégory qui nous envoie un petit courriel sur le site europe1.fr. pour dire: je trouve que lorsqu'on vient à se poser la question de savoir si la relation présente encore un réel intérêt affectif, c'est que le problème est bien plus profond qu'on ne le croit. Poser carte sur table et essayer de pallier la routine qui s'installe est peut-être la seule éventualité. Vous avez néanmoins la chance, Pascal, d'avoir une femme qui préfère vous en parler plutôt que de laisser la situation se dégrader, et ne vous laissez aucune chance par la suite. Continuez le dialogue, trouvez les vrais problèmes qui minent votre relation. Quelqu'un me dit qu'il aille voir le film Le Zèbre, ça va lui donner de bonnes idées. Et puis Sergio, lui, réagit à ce que disait Osiris en proposant d'aller à Venise. Elle disait que c'était magnifique en automne. Sergio dit: oh non, que c'est triste Venise, même en automne, quand on ne s'aime plus. Dixit Aznavour, oui, mais Pascal et sa femme s'aiment encore apparemment. Allez, on va passer un petit peu de musique et on va se retrouver tout de suite après. Sergio dit alors: Georges, on a perdu des amis, mais on en a gagné d'autres. Nous, on t'aime, malgré ta ronchonnitude. Et puis, le subversif dit quoi, le zèbre? Mais c'est has-been. Alexandre Jardin est d'ailleurs revenu lui-même sur cette thèse-là. Il faut lire son dernier opus. Merci, j'avais oublié son nom. C'est vrai que maintenant, il prône le bonheur dans la routine conjugale. Bon, vous me direz, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Hein. Allez, on va accueillir Leïla. Bonsoir, Leïla. Bonsoir. Bonsoir. Je commence à parler. C'est mieux, sinon je vais parler, parce que vous savez, en radio, on n'aime pas trop les silences, même si dans cette émission, on s'autorise des silences. C'est assez rare en radio, hein. Mais il y a parfois des silences qui sont plus parlants que des bruits. Oh oui, il y a tellement de bruit partout. Y compris en radio, hein, où on a des bruits partout. Donc on s'autorise dans cette émission quelques silences. Mais quand même, c'est mieux que vous parliez. Oui, tout à fait. Comment dire, je vous ai déjà appelé il y a 4 mois. Oui. J'étais en pleine crise maniaco-dépressive. Oui. J'étais séparée de mon ex-petit ami. Cet ex-petit ami m'a quittée parce qu'il m'a trompée avec une personne. Cela s'est passé il y a 4-5 mois.
Donc nous sommes séparés de là. Quand vous dites, pardonnez-moi de vous interrompre Leïla, quand vous dites en pleine crise maniaco-dépressive, en phase plutôt dépressive ou maniaque? Dépressive. Dépressive. En majeure dépressive, oui. Oui. Donc je lui rendais apparemment la vie insupportable dans la mesure où je n'avais pas du tout le même rythme de vie que lui. Oui. Moi je préférais m'enfermer dans mon lit, fuir le réel et rester dans mon lit, Et je me même souviens. si je ne dormais pas. Je me souviens de vous, oui. Oui. Et donc voilà, je m'en étais rendue à être abandonnée. Ce qui s'est passé, c'est que si vous vous souvenez peut-être, j'avais été internée à l'hôpital Henriet pour ma dépression pendant 1 mois et demi. Et donc, suite à ma dépression, mon ami ne m'a plus du tout reconnue. J'avais grossi, j'avais pris du poids, j'étais amorphe. Enfin, je ne répondais plus du tac au tac. C'était lié à mon traitement. Mais oui. Mais c'est un traitement qui m'a été bénéfique puisque ça m'a permis de faire une pause dans mon cerveau, si je puis dire, Oui. de sorte à pouvoir sortir et aller vers les autres plus facilement ensuite. J'espère que je suis claire. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et donc, ça a été un point de discorde. Donc notre vie avec des rythmes complètement différents. Nous nous sommes séparés et la raison pour laquelle on s'est séparés, c'est qu'il m'avait annoncé qu'il m'avait trompée. Donc il a préféré quitter le lieu dans lequel nous vivions. Entre-temps, l'été passe, on se sépare, il part en Corse pour une période de 7 mois. Il part en Corse et là, contrairement à ce qui a pu se passer quand j'étais en hôpital psychiatrique, je précise, quand j'étais en hôpital psychiatrique, je n'avais aucun appel de sa part. Et cette année, lorsqu'il est parti, au mois de février, j'ai commencé à avoir des appels de lui, mais presque tous les jours. Et donc, quelque part, quand même, comme je lui ai dit, écoute, Jean-Luc, j'ai plus 18 ans, j'en ai 31 aujourd'hui. La fille que tu as connue à 21 ans, ce n'est plus la même que celle de 31 ans. Donc, j'attends de toi un engagement. J'attends de toi un engagement. Qu'est-ce que vous entendiez par engagement? Faire des projets à deux, déménager pour louer un lieu de vie plus grand. Nous sommes actuellement dans un studio de 35 mètres carrés. J'aurais bien aimé avoir 2 pièces séparées, mais lui, vivant de sa plongée, ce qu'il vit que de la plongée, il en vit 6 mois dans l'année. Oui. Il peut pas trouver de travail en hors saison à Paris. Donc il se trouve qu'il est avec moi 6 mois dans l'année et 6 mois il part. Donc comment dire, c'est très compliqué. Dernièrement, il m'appelle, il me demande en mariage en me disant oui, tu as raison, on est fait l'un pour l'autre, ceci, cela. En revanche, n'attends pas de moi que je concède quoi que ce soit par rapport à la plongée. La plongée, c'est une activité qui lui prend 6 mois dans l'année. Moi, aujourd'hui, j'ai le besoin de vivre avec un homme. Il peut partir 3 mois une fois, 3 mois 2 fois, je le veux bien le concevoir, mais 6 mois, pour moi, c'est beaucoup trop. Oui, c'est beaucoup. Et donc, oui, c'est beaucoup. Comment imaginer une vie de famille Mais vous, de votre côté, vous travaillez? Oui, tout à fait. Ah, Moi, oui. je travaille, mais mon salaire ne me permet pas de payer un F2 dans le 7e arrondissement. Non, parce que sinon, vous auriez pu finalement le suivre, être dans un endroit où il pouvait faire de la plongée toute l'année, par exemple. Bien sûr, ça, c'est un projet que j'ai émis parce que nous sommes disputés régulièrement ces temps derniers, où donc nous attendons les 4 ans du temps qu'il développe son compte assurance vie
pour pouvoir mettre en place une structure de plongée, donc pour qu'il s'épanouisse. Moi, en attendant, j'ai décidé de prendre des cours du soir en commerce international pour pouvoir avoir un métier, un vrai. En revanche, il s'agit d'aller en Corse. Je ne vois pas quel emploi je pourrais trouver. Parce que ce que vous faites là, vous avez un travail fixe. Oui, tout à fait. Oui. Fixe, dans lequel je m'épanouis, qui me laisse du temps pour faire des cours du soir en commerce international. Oui, donc c'est important. Oui, j'ai décidé que c'était important pour moi. Bah oui, non, bien sûr. Vous pouvez pas non plus sacrifier si ça vous apporte un équilibre, que vous vous épanouissez dans ce que vous faites. Vous pouvez pas tout lâcher. Alors c'est vrai que oui, en Corse, c'est compliqué de trouver, parce que vous dites commerce international. Oui, c'est clair qu'en Corse. Par Corsica Ferries, être dans les bateaux. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, bon, il faut prospecter. Il y a peut-être des possibilités, des sociétés qui travaillent aussi avec l'international. Non, à vrai dire, je m'imaginais plutôt quelque chose comme monter un club de plongée au Maroc, où il n'y en a pas tant. Parce qu'après tout, pourquoi lui, il pourrait aller ailleurs qu'en Corse, non? Il est corse d'origine? Non, pas du tout, il est franc-comtois. Non, mais ce que je veux dire, c'est le point de l'histoire, il est là. C'est que je ne peux pas lui demander de renoncer à ce qu'il a décidé être sa vie, la plongée. Oui, ça. 6 mois de l'année. Oui, mais ça, j'ai compris. Mais non, mais vous pourriez peut-être envisager, vous, un compromis qui vous permettrait, vous, de faire ce que vous aimez, lui, faire sa plongée dans un endroit où c'est compatible, où il y a la mer, quoi. Et où vous pouvez trouver un travail aussi qui correspond à vos capacités. C'est à réfléchir à l'avenir. Dans l'import-export en Corse, c'est difficile. Non, mais il n'y a pas que la Corse, y compris pour faire de la plongée. Oui, je vois bien. Ce que je veux dire plus précisément, c'est que je crois que le fond de l'histoire, il est là. C'est que dans la mesure où il m'a trompée, moi j'en étais restée lorsque nous en étions séparés, qu'il m'avait trompée une fois. J'ai appris dernièrement qu'il m'a trompée 3 fois. Vous l'avez appris de quelle façon? C'est lui-même au téléphone qui m'a fait son mea culpa. Je n'ai plus confiance en lui. D'accord. Et j'ai peur d'être la compagne acariâtre qui va vérifier le téléphone, qui va se demander, parce que moi je le laissais partir un jour ou deux sans lui poser de questions. Je me disais je vais étudier, je vais m'enfermer à Vincennes, donc dans l'autre appartement, et je te vois. Et finalement il s'est avéré que tous ces moments-là il les passait avec sa maîtresse. Donc je n'ai plus confiance en lui. J'ai plus du tout confiance en lui, donc moi je me dis, est-ce que je reviens avec lui? On construit ce projet. Moi, mes cours du soir pendant 3-4 ans. Lui, je ne sais pas ce qu'il va faire, sa plongée pendant 3-4 ans. Le temps que son assurance vie se débloque et pour construire un projet en commun. Mais comment dire? Le problème est, j'ai changé, moi. La Leïla qu'il a connue quand j'avais 21 ans et la Leïla de 31 ans d'aujourd'hui est complètement différente. Et en plus, Leïla qui a été trompée 3 fois n'est plus dupe. Je crois que je ne lui passerai plus rien. Pourquoi il vous le dit? Il me dit quoi? Pourquoi il vous dit finalement? Pourquoi il vous parle de ses infidélités? Parce que nous avons des rapports en même temps de meilleurs amis. Vous savez, au bout de 10 ans de relation, on ne sait plus si son compagnon, si on l'aime, ou si c'est son meilleur ami, ou si c'est son colocataire. Donc il y a un mélange des genres, et moi j'ai un caractère, il semblerait qu'on puisse tout me dire. Donc mais voilà, non, donc la preuve, ça vous fait du mal, ça vous fragilise, ce qui est normal. Exactement. Parce que c'est pas votre ami, c'est aussi l'homme que vous aimez. Absolument. Et je comprends en même temps, jusque-là, vous lui faisiez confiance, c'est-à-dire que, bon, malgré cette séparation, c'est long, 6 mois, vous ne vous posiez pas de questions, et forcément, le fait que il vous parle de ses infidélités, ce qui, d'une certaine façon, ça veut dire que il le vit mal aussi.
Il a besoin, c'est comme de se délester de sa culpabilité. Mais finalement, il faut pas tout dire à l'autre parce que on croit être bien clean vis-à-vis de soi-même, mais on fait du mal à l'autre. C'est-à-dire on se décharge de sa culpabilité, mais voilà, c'est l'autre qui doit se débrouiller avec ça. Exactement. Et aujourd'hui, je dois me débrouiller avec ça, sachant qu'il arrive dans 3 semaines. Dans 3 semaines, pour moi, bon, il y aurait peut-être une attraction, du moins je serais très heureuse de le revoir. Mais oui. Mais en revanche, qu'on ne me demande pas de coucher avec lui pendant un bon moment. Il va falloir qu'on réapprenne à se connaître. Mais il y a, vous avez aussi... J'ai arrêté mes neuroleptiques. Vous avez un traitement quand même pour J'en avais votre bipolarité là, non? Oui, tout à fait. J'en avais un avec ma thérapeute. Nous avons convenu que j'arrêtais comment ça s'appelle ce médicament, l'Abilify. J'ai le droit de dire des noms de médicaments? Non, vous ne donnez pas de nom de médicaments. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire de la publicité pour des médicaments. Voilà. Donc j'ai arrêté ce médicament-là. J'ai arrêté un second neuroleptique que je prenais. Et il me restait mon antidépresseur. Aujourd'hui, je prends à point un neuroleptique, mais bien particulier et très léger, qui n'a pas une longue durée de vie, quand je sens que c'est beaucoup pour moi. Je prends mon antidépresseur comme d'habitude. Mais alors, comment... vous avez dit, il me semble aussi, vous avez rencontré quelqu'un d'autre, vous avez dit là au standard. Oui, tout à fait, oui. J'ai rencontré quelqu'un d'autre de merveilleux, de très bien, selon toutes les facettes possibles et imaginables. Quelqu'un de galant, quelqu'un de prévenant, quelqu'un de cultivé. C'est quelque chose qui est essentiel dans ma vision de l'homme, dans ce que je peux apprécier chez l'homme. En revanche, le tout est tombé comme un soufflet. Donc je ne l'aime pas. D'ailleurs, ce soir, je l'ai croisé et j'ai essayé de lui expliquer. Il n'a pas voulu comprendre vraiment. Il va falloir que j'y revienne. Mais quand vous dites c'est retombé, c'est-à-dire vous avez eu un début d'histoire avec lui? Oui, tout à fait. D'accord. Et vous vous êtes aperçu qu'au fond, vous n'aimez pas cet homme, vous n'avez pas de sentiment amoureux? Non. Vous avez cru? Jean-Luc. Vous êtes toujours amoureuse de votre ex? C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de mon ex. Oui, en même temps, ça fait 10 ans que cet homme, là, Jean-Luc, est dans votre vie. Oui. Alors évidemment, quelqu'un que vous venez de rencontrer depuis peu, c'est compliqué pour lui de faire le poids. Oui, c'est compliqué. Et finalement, il a fait un travail, malgré lui, de tri. À savoir que... en quoi était-ce un tri? C'est-à-dire que c'était quelqu'un de bien, de beau, mais je me suis rendu compte qu'il n'avait pas le caractère d'une personne que je puisse aimer. Et la personne que je peux aimer, c'est Jean-Luc, donc mon compagnon de 10 ans. Bon. Il a eu le mauvais rôle, finalement. Et alors, qu'est-ce que vous comptez faire de ça? Alors, ce que je compte faire, je l'ai croisé par hasard tout à l'heure, parce que il a été invité par des amis communs. Donc je lui ai expliqué que j'avais besoin de prendre de la distance, que je prenais de la distance par rapport à tout. Lui n'a pas bien compris le message. Il m'a dit oui, j'espère qu'on se reverra. Il m'a d'ailleurs envoyé un texto tout à l'heure en me disant tu m'as manqué. Donc il faut croire que je n'ai pas été assez claire. Il va falloir que je le revoie pour bien lui expliquer et lui dire que toute l'estime que j'ai pour lui. Et il y a d'autant plus une pression que c'est une personne qui est un ancien alcoolique. Donc je ne veux pas être responsable de sa rechute. D'une part. D'autre part, étant donné que cet homme-là m'a fait ouvrir les yeux sur l'amour que je portais pour à Jean-Luc, sachant qu'en 10 ans de relation, il arrive un moment où on ne sait plus si nous sommes son ami, si notre compagnon, notre meilleur ami, notre amant occasionnel, notre tout ça, c'est un flou artistique au bout d'un certain nombre d'années qui s'installe. Donc finalement, ma
mon aventure m'a servi à me rendre compte, à réaliser que Jean-Luc était bien l'homme que j'aimais. Bon, bah écoutez, Mais maintenant, je ne peux pas. vous avez les passer. réponses, hein. Comment ? Mais maintenant, je ne peux pas tout lui passer. Ça c'est à vous, de vous arranger avec cela, hein. Mais en même temps, bon, vous dites vous-même que vous avez eu cette relation avec cet autre homme et que au fond, ça vous a permis de prendre conscience à quel point, de voir à quel point vous étiez attaché à cet homme qui partage votre vie depuis 10 ans. Alors maintenant, c'est vrai que si c'est pour être avec lui, pour sans arrêt revenir sur ses infidélités, bon, je pense que cet homme tient à vous aussi, d'une certaine façon, sinon il serait pas revenu vers vous. Maintenant, on en avait parlé la dernière fois, Leïla, il y a eu cet épisode qui a dû être compliqué pour lui, cet épisode de dépression. Vous avez ces moments de dépression sévère, d'hospitalisation, où c'est compliqué aussi pour le conjoint qui vit comme ça aux côtés de quelqu'un qui peut avoir des moments de repli total sur lui-même, d'hospitalisation. Bon, vous lui demandez un engagement, vous lui parliez au départ d'habiter ensemble, il vous demande en mariage. C'est quand même une preuve de son engagement vis-à-vis de vous. C'est vrai qu'il vous fait part de ses infidélités. Il vous en parle. Bon, en même temps, c'est vrai que y a cette culpabilité derrière. Évidemment que cela vous fait mal. Mais il faut bien dire que vivre séparé, oui, mais vivre séparé comme ça, vous êtes bien conscient que vivre 6 mois de l'année séparés, c'est quand même aussi compliqué. Donc, je crois que ça va être à vous de prévoir de quelle façon vous allez imaginer votre vie, construire votre projet de vie ensemble pour ne pas être séparés aussi longtemps. Moi, ce que j'ai imaginé, c'est de séparer 2 fois 3 mois dans l'année, ce qui est possible, parce que 6 mois d'affilée, pour moi, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire que je ne veux pas l'empêcher de vivre de sa nouvelle passion, la plongée sous-marine. Oui. Moi qui autrefois était très heureuse d'avoir un homme qui n'aime pas le foot, je suis tombée sur un fou de plongée sous-marine. Ah, vous savez, toute passion est dévorante, hein. Exactement, oui. Donc il y en a, c'est le football, vous c'est la plongée, mais toute passion est dévorante. Ouais. Oui. Et là, je suis dans une situation où je ne peux pas me permettre de lui dire renonce à tes rêves. Non, mais il s'agit pas de ça. Il s'agit de trouver un aménagement. Oui. Tel que, par exemple. On en a parlé, Leïla, en début. C'est-à-dire que vous pouvez trouver, en fonction de de ce que vous voulez faire dans votre travail, lui de sa plongée, trouver un endroit où il y ait la mer, où il puisse faire de la plongée, créer son propre club de plongée, et où vous pouvez trouver un emploi correspondant à vos compétences. Il y a d'autres villes, après tout, que Paris, d'autres grandes villes, d'autres grandes capitales où il peut y avoir la mer. Oui, c'est vrai. Non, donc bon, il faut y réfléchir. Il n'y a pas beaucoup, mais il y en a. Donc je crois qu'il faut y réfléchir et c'est à vous de voir avec ça. Après, il faut aussi que vous passiez sur ces histoires et que peut-être retrouver la confiance, que vous en parliez et peut-être voir quelqu'un, un tiers, un thérapeute pour parler de tout ça, pour retrouver cette histoire de confiance. Vous, oui, mais ensemble. Et oui, avec lui. C'est ce qu'il refuse de faire. C'est ce qu'il refuse de faire. Bon. Bon, en tout cas, écoutez, vous avez cette histoire avec cet autre homme vous a permis de prendre conscience qu'au fond, cet homme-là compte vraiment pour vous et apparemment c'est partagé. Maintenant, vous avez aussi réalisé que ce mode de vie-là était problématique. Donc ça peut s'aménager. Oui, et il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas. Bon courage à vous, Leïla. Bon courage. Au revoir. 39 21 34 centimes la minute. Robbie Williams, Shame. Bonsoir François. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir.
bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous dire que je suis très heureux de vous avoir. Enfin, c'est vrai que j'écoute depuis très longtemps et Merci. Moi aussi, je suis ravie. Ça fait un peu bizarre, mais... Mais oui, ça j'imagine, entre écouter et tout d'un coup appeler. Ouais. Donc voilà, enfin moi je vous appelle ce soir parce que bon, je vis une période un peu compliquée. Enfin je commence un peu à assumer mon homosexualité si on peut dire. Oui. Donc c'est suite en fait à une histoire que j'ai eue avec un ami au début. Donc en fait j'ai rencontré quelqu'un, enfin c'est un peu plus d'1 an. Enfin au début c'était une amitié, enfin qui commençait, qui commençait. Et petit à petit on s'est vraiment très rapprochés. Enfin c'était devenu une relation très fusionnelle. Moi je pensais vraiment que c'était de l'amitié. Oui. On se voyait quasiment tous les jours, toutes les semaines. Enfin ma vie était un peu faite en fonction de lui. Enfin je m'en rendais pas très compte sur le moment, mais j'en oubliais un peu mes amis, enfin un peu tout le monde. Et donc au bout il y a eu un soir où s'est passé quelque chose entre nous. Donc il s'est passé quelque chose et moi lui tout de suite a rejeté en fait ce qui s'était passé. Donc moi je l'ai très mal vécu en fait. Comme il voulait prendre un peu ses distances, enfin j'ai très mal vécu ça. Je ne savais pas quelle position adopter. Très vite, vous voulez dire que dans les jours qui ont suivi, il a changé de comportement vis-à-vis de vous? Ouais, mais dès le lendemain. Dès le lendemain. Ça a dû être très difficile pour vous? J'ai vraiment très très mal vécu. Oui. Ça a été un peu comme une cassure. C'était la première fois que vous aviez, vous, une relation amoureuse avec un garçon? Ouais, c'était la première fois. Donc c'est d'autant plus violent. Ce que vous avez dû vivre comme un rejet. Oui, c'était ça. Et en fait, lui voulait vraiment passer à autre chose en fait. Donc moi, en fait, je me suis un peu adapté à son discours pour justement pas le perdre. C'était quoi son discours? En fait, c'était de dire que c'était une erreur ce qu'on avait fait tous les deux, que voilà, il fallait oublier, passer à autre chose et revenir un peu comme c'était avant. Donc moi, il ne voulait pas que votre relation s'arrête, mais il voulait faire comme si ce qui s'était passé, faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça, ouais, vraiment. Tout en ne voulant pas vous perdre. Voilà, aussi. Oui, il était vraiment, lui, très peu au clair avec ses désirs. C'était pas tant par rapport à vous, en fait, que par rapport à lui-même. Ouais, je pense oui. aussi. Ouais. Mais donc, moi, en fait, je me suis adapté donc à son discours. Pendant quelques mois, j'ai fait abstraction un peu, parce que, ça, je le sais maintenant, mais j'avais des sentiments très forts envers lui. Je pense que... j'ai 26 ans, je pensais avoir déjà connu l'amour, mais je pense que j'avais jamais connu ce que j'ai vécu, ce que je suis en train de vivre en ce moment. Donc en fait, au bout de quelques mois, même si je disais que pour moi aussi c'était passé, c'est revenu quoi. Donc j'ai eu une relation un peu compliquée avec lui. En fait, je l'ignorais totalement et je lui disais rien et j'ai essayé de m'éloigner tout en lui faisant du mal. En fait, c'était un peu compliqué. C'était un peu pour me protéger que je faisais ça. Tout en lui faisant du mal, c'est-à-dire? En fait, je voyais que ça lui faisait du mal en fait, quand je l'ignorais, en fait, c'était un peu ça. Donc c'était dur aussi bien pour moi que pour lui. Donc moi je me faisais du mal à moi en essayant
de l'ignorer. Enfin, j'étais vraiment assez dur avec lui. Enfin, quand on se voyait avec d'autres amis, je l'ignorais totalement, quoi. C'était, enfin, je comprenais pas ma réaction. Enfin, si après, je savais que c'était parce que Mais vous lui en vouliez d'une certaine façon. Ouais, voilà, c'était un peu ça. Je lui en voulais. Ouais. Vous étiez aussi certainement à la fois malheureux et puis en colère contre lui. Enfin, vous aussi, vous vous sentiez rejeté dans cette histoire certainement. Ouais, après avoir eu une si forte intimité, parce que ça a d'abord commencé par une histoire d'amitié au départ qui s'est transformée en amour. Ouais, c'était ça. Et c'est vrai que comme c'était une relation tellement fusionnelle, c'est ça. On vivait tout, enfin on vivait quasiment ensemble, quoi. Enfin c'était. C'est d'autant plus douloureux. Ouais, c'est ça. Et donc, je me suis décidé quand même à lui avouer tous les sentiments que j'avais, pourquoi j'étais comme ça et pourquoi je réagissais de cette façon. Et sa réaction, c'était la première fois que je lui ai dit, en fait, il m'a pas rejeté. Enfin, c'était pas clair dans sa tête. Je pense que c'était un peu ambigu aussi. Donc moi, j'étais pas forcément. Il m'a pas rejeté, mais il m'a pas dit oui. Moi, c'est la même chose, quoi. Et donc, entre-temps, lui est sorti avec une fille. Enfin, là, il est avec une fille. Donc, bon, moi, ça a été un peu dur aussi de les voir tous les deux, parce que je continuais à le voir. Je les voyais tous les deux, donc bon, c'était pas tellement évident. Et donc moi je suis passé par des moments un peu durs, parce qu'en plus il y a le fait que je sois tombé amoureux de lui, que je me pose aussi des questions par rapport à ma sexualité, par rapport à ma personnalité en général, quoi, on va dire. C'est pas c'est pas évident. Et vous n'aviez jamais ressenti quelque chose d'aussi fort avec quelqu'un? Non, c'est vraiment, mais c'était à la limite, là maintenant c'était à la limite de l'obsession, quoi. J'y pensais constamment, c'était, je faisais tout en fonction de lui, même là encore, ces derniers temps, c'était vraiment, à la limite, c'était obsessionnel, quoi. Mais... Quand vous dites que vous faisiez tout en fonction de lui, c'était un peu un modèle pour vous? Oui, c'était un peu un modèle, parce que j'étais quelqu'un qui avait pas forcément beaucoup confiance en moi, surtout au niveau des relations amoureuses. J'ai jamais été vraiment, j'ai toujours été déçu par rapport à ça. Il m'avait redonné confiance, en fait. En quoi étiez-vous déçu? C'est pas forcément déçu, parce que j'ai eu des histoires compliquées. C'est jamais très très bien fini. Et les histoires auparavant, c'était avec des filles, avec des garçons? Oui, avec des filles, surtout. Oui. J'ai eu une histoire qui ça a été un peu un traumatisme pour moi, parce que en fait j'étais amoureux d'une fille qui est malheureusement décédée, en fait, pendant la période où on commençait notre histoire. Donc après ça j'ai mis du temps, vraiment beaucoup de temps à m'en remettre. Une maladie, un accident? Un accident. Un accident. Un accident, et donc j'ai mis quasiment 2 ans à m'en remettre. Et donc c'est vrai que quand je l'ai rencontré lui, ça a été pour moi je commençais à reprofiter un petit peu de tout. Hormis le fait que je sois tombé amoureux de lui, il m'a vraiment redonné un peu goût à la vie. Ce serait peut-être un peu fort, mais j'avais retrouvé un peu ma joie de vivre, et je profitais vraiment de la vie, quoi. Vous étiez très amoureux de cette jeune fille? Oui,
elle a beaucoup compté en fait. Elle était là une période. Elle a vraiment beaucoup compté pour moi. Donc, voilà, là par rapport à lui, justement, ce soir j'ai eu une nouvelle discussion avec lui parce que ce week-end j'ai encore été, j'étais vraiment pas bien parce que je pensais à lui, mais en même temps j'ai envie d'avancer, de passer à autre chose parce que je pense que pour lui, je pense qu'il est dû avoir des sentiments pour moi, mais il est pas. Oui, certainement. Ouais, je pense aussi, mais ouais, je pense qu'il n'était pas forcément prêt à assumer en fait d'être avec un garçon. Ça, c'est évident aussi. Mais il y a eu des sentiments partagés. Vous dites qu'il y avait cette relation fusionnelle entre vous deux. Vous étiez tout le temps ensemble, semble-t-il. Vous étiez très très proches. Et puis de toute façon, il y a eu du désir entre vous deux. Oui. Alors après, du désir qu'il n'a pas assumé par la suite. Il a voulu faire comme si ça n'avait pas existé. Et en même temps, il voulait continuer à vous voir, ce qui est une position assez vite intenable, compte tenu de la relation que vous aviez, qui était une relation où il y avait beaucoup d'affectifs. C'était pas simplement une relation basée sur le désir. Le désir est venu après, finalement. Il y avait beaucoup de tensions. Et puis, tout d'un coup, il y a eu... il s'est passé ce qui devait se passer. Mais pour lui, ça a été vécu, c'est une transgression. Donc, il fallait vite oublier ça. Bon, il peut pas l'oublier dans les faits, hein. Non. Bon. Il peut pas oublier, mais il y a quelque chose qui n'est pas assumé. Alors, ce qui ne veut pas dire pour autant, les choses sont pas forcément figées comme ça. Dans l'homosexualité, dans l'hétérosexualité. C'est complexe, hein. En tout cas, ce que j'entends aussi, c'est que dans cette relation très forte, très fusionnelle, il avait un certain ascendant sur vous, au fond. Ouais, c'est vrai. Et peut-être qu'au fond, même si c'est douloureux pour vous qu'il ait pas assumé cette histoire, mais c'est pas lié à vous, c'est lié à lui-même. Il y a quelque chose en lui qu'il n'assume pas de son désir pour vous. Je sais pas si c'est son désir pour les hommes, en tout cas de son désir pour vous, on va dire pour le moment. Après, je ne sais pas quel sera le parcours de ce garçon. Ça peut vous libérer de cette relation-là qui, comme vous dites, était devenue obsédante et qui, je pense, d'une certaine façon, vous empêchait d'avancer dans votre propre vie. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, mais c'est ça, et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, j'ai plus envie en fait d'attendre j'ai vraiment envie d'avancer, mais c'est pas évident parce que je l'ai toujours en tête et. Oui, mais c'est normal. Ça vient de se passer tout ça. C'est récent. Ouais, c'est récent. C'est très récent là, hein, c'est ça. Et vous l'avez connu il y a combien de temps que vous vous connaissez ? Ça fait presque 2 ans. Oui. Oui, donc vous avez vécu des moments extrêmement forts. Au fond, il y avait que cette relation remplissait votre vie affective. Presque au détriment d'autres, mais il y a des moments dans la vie comme ça, François, où on est tellement bien dans une relation, où elle nous apporte tellement, ça dépend des personnalités, mais où on n'a pas forcément besoin de voir plusieurs personnes. On peut être tellement bien avec quelqu'un, y compris dans une relation amicale, qu'on n'a pas besoin de voir 36 personnes. Donc, vous pouvez pas en sortir comme ça, de cette histoire. Ça va vous prendre un peu de temps. Mais, au bout d'un moment, ça devenait un peu paralysant. Parce qu'il faut vous en affranchir aussi.
il vous a permis, vous dites, vous êtes quelqu'un qui doutait, qui avait du mal vous avez du mal à vous faire confiance. Donc, ça a été quelqu'un aussi comme une relation un peu en miroir à un moment donné. Vous vous êtes appuyé un peu sur lui, vous êtes retrouvé en lui, puis en même temps, donc ça vous a beaucoup apporté. Et puis maintenant, je vous dis, il faut vous en émanciper pour suivre votre propre chemin. Parce que au fond, c'est pas vous qui le rejette. C'est une part de sa personnalité, c'est peut-être un bien grand mot, mais une part de lui-même. On a tous comme ça des parts de nous-mêmes que l'on veut cacher à tort ou à raison, parce qu'il n'y a rien à cacher dans cette histoire. Finalement, c'est ça, homosexuel, hétérosexuel, vous savez, on peut parfois se chercher pendant longtemps. Rien n'est bon. Et puis on peut tomber amoureux de quelqu'un. Il y a des gens qui ont eu un parcours hétérosexuel et qui, à 50 ans, tombent amoureux de quelqu'un, du même sexe qu'eux, à 50 ou plus. C'est bon. Donc on peut se chercher parfois. Là, il a quel âge, lui? Le même âge que vous, 26 ans? Non, en fait, il est plus jeune que moi, il a 22 ans. 22 ans, oui, il est encore très jeune. Hein. Donc, bon, il faut lui... L'important, c'est que vous avanciez. C'est pas... Et je pense qu'au fond, cette relation, à un moment, elle aurait pu devenir un peu aliénante pour vous, dans la mesure où elle devenait obsédante. Et vous le sentiez bien. Vous dites, il était temps de passer à autre chose. Alors que ça soit un peu difficile à passer, oui, mais ça va être un cap et vous ouvrir à d'autres, reprendre contact avec d'autres personnes, vous ouvrir, recontacter des amis. Vous allez vous ouvrir à d'autres relations qui au départ vont peut-être vous paraître moins intéressantes, moins riches, moins intenses, mais vous allez voir qu'au final, vous allez découvrir d'autres choses, vivre d'autres expériences. Merci en tout cas de votre témoignage, François. Au revoir. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Vous écoutez Europe 1, il est 1h.